Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mini Pop, votre dose de pop culture, psy et nostalgie. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui fait débat dans toutes les communautés cinéphiles, sérivores, geeks ou juste amoureuses ou amoureux de culture. Ce sont les remakes, les rééditions, les suites et toutes ces reprises de licences qu'on a tant aimées. Comme d'habitude, je suis accompagnée de mon acolyte Elvin. Hello à tous. Et oui Anaïs, on parle bien évidemment de ces films et ces séries qui reviennent encore et encore, ceux qui rallument une flamme nostalgique ou ceux qui laissent un goût plutôt amer. Et cette année encore, 2026 s'annonce très chargée. Entre Scream 7, Scary Movie 6, Toy Story 5, Le Diable s'habille en Prada 2 ou encore LOL 2.0, il y a également des discussions autour d'un retour de Hannah Montana. Aujourd'hui, on va tout décortiquer. Et on va pas juste parler des sorties. On va explorer pourquoi ces remakes suites nous touchent, ce qu'ils disent de nous, de notre cerveau, de notre façon de percevoir les histoires et surtout quand ça marche ou quand ça rate et pourquoi. Alors, installez-vous. On part pour un épisode complet, enrichi de science, d'exemples, d'anecdotes et d'un vrai cheminement qui vous tiendra jusqu'à la fin. Commençons par le cœur du sujet, la nostalgie. Ce mot, on l'entend partout, mais ce n'est pas juste un sentiment flou. En psychologie, la nostalgie est définie comme une émotion combinant un mélange de bonheur et de mélancolie, souvent déclenchée par des rappels de souvenirs personnels, une chanson, un rire d'enfance, un personnage qu'on a aimé. Scientifiquement, il existe un phénomène appelé l'effet de simple exposition. C'est un biais cognitif étudié depuis les années 1960 qui dit ceci. Plus nous sommes exposés à un stimulus, plus nous avons tendance à le préférer, même sans en être conscients. Imaginez, on grandit avec une licence, un dessin animé, un héros, une bande son, et chaque réécoute, chaque rediffusion télé devient un repère émotionnel. Plus tard, quand on voit une annonce de remake ou de suite, notre cerveau allume subito des zones liées à la mémoire autobiographique et à la récompense émotionnelle. En gros, si on doit la faire simple, ça nous réchauffe le cœur avant même de regarder. Des études montrent que la nostalgie, activée par ces rappels, peut réduire le stress, améliorer l'humeur et même augmenter l'estime de soi à court terme. Ce n'est pas juste du sentiment, c'est une réponse neurologique mesurable. Donc, quand on voit une franchise qu'on a aimée revenir à l'écran, on ne voit pas juste un film. On revit des émotions liées à des moments importants de notre vie. Et c'est ça qui rend les remakes puissants ou intouchables. Maintenant que nous avons vu ce que c'était la nostalgie, entrons maintenant dans le vif du sujet avec des exemples récents où les remakes ont plutôt bien marché. Premier exemple, le remake live-action de Lilo et Stitch, sorti en 2025. Il a dépassé les 1 milliard de dollars au box-office mondial. Pourquoi ça a marché? Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple copier-coller de l'original. Le film respecte l'esprit affectif de l'histoire originale. La relation entre Lilo et Stitch reste le cœur émotionnel. Pour autant, il modernise certains thèmes, l'inclusion, les enjeux familiaux plus ouverts, sans trahir l'âme du premier film. Et ici, on voit une stratégie qui réussit. Capturer la nostalgie, s'appuyer dessus, ajouter une couche contemporaine crédible, mais sans chambouler l'émotion originelle. Une autre sortie, sans doute moins prestigieuse, mais très parlante du point de vue psycho, c'est Freaky Friday 2. Ce film reprend la formule comique originale, un échange de corps, humour générationnel, mais cette fois, il remet Lindsay Lohan en tant que mère confrontée à sa fille. C'est intéressant parce que ça joue sur une nostalgie liée à un âge précis. Ceux qui ont grandi avec le premier Freaky Friday se retrouvent aujourd'hui dans la position parentale de l'héroïne. Cette inversion crée un effet sentimental très fort, presque comme si le remake disait vous avez grandi, moi aussi. Enfin, parlons du remake live-action de Dragon, sorti en 2025. Il a globalement bien marché, avec de bonnes critiques et une base de fans très fidèle. Ce qui est frappant ici, c'est comment ce remake garde la mythologie originale tout en ajoutant une esthétique différente, moins cartoon, plus immersive. Cela crée un pont émotionnel entre ceux qui aiment l'univers depuis le premier film et ceux qui découvrent seulement maintenant. Ces trois exemples de films montrent un point commun: le respect de l'émotion originelle,
la modernisation pertinente et pas de trahison du public. Ce sont des remakes qui utilisent la nostalgie comme un levier émotionnel, pas comme une béquille narrative. Mais attention, ça ne marche pas à chaque fois. Et parfois, le public se retourne contre la production. Un très bel exemple, Blanche-Neige, qui est sorti en 2025. On parlait d'un remake très attendu, avec une grosse production et beaucoup d'attentes autour de la distribution. Malheureusement, le film a été massivement critiqué. Pourquoi? Parce que dans la tentative de modernisation, il a modifié tellement d'éléments visuels mais aussi narratifs que beaucoup de fans ont dit on ne reconnaît plus la magie d'origine. Et là, on touche à un point clé. Quand une œuvre occupe une place émotionnelle très forte dans la mémoire d'une personne, toute modification perçue comme trop grande peut déclencher une réaction négative émotionnelle. C'est ce que certains chercheurs appellent la dissonance de mémorisation. Le cerveau compare le souvenir au nouveau stimulus et s'il y a trop d'écart, tout de suite, c'est un rejet. C'est l'inverse des cas qui fonctionnent. Ici, la nostalgie est là, certes, mais elle n'est pas satisfaite. Et ça provoque frustration, colère ou, au minimum, de la déception. Maintenant, parlons des sorties 2026 qui sont déjà sur toutes les lèvres et qui incarnent parfaitement cette tension entre nostalgie, attente et innovation. Commençons avec Scream 7, la suite de la célèbre saga. C'est une série qui a marqué une génération entière parce qu'elle savait se moquer et réinventer les codes en même temps. Ce que Scream fait depuis le départ, c'est de l'autoréférence. Il parle au public de ce qu'il sait déjà. Du point de vue psycho, c'est une connexion métacognitive. Et avec Scream 7, on a la promesse d'un mélange pur nostalgique, avec les personnages classiques et un renouvellement générationnel, parce que de nouveaux protagonistes entrent dans le jeu. Et ensuite, Scary Movie 6. Là, on passe d'un remake sérieux à une franchise qui est par essence parodique. Elle se moque des codes du genre, y compris des remakes eux-mêmes. C'est presque une méta-nostalgie. On rit non seulement avec les références, mais de notre propre mémoire culturelle. Et c'est un type de nostalgie totalement différent, moins affectif, plus cérébral, mais surtout ironique. Et maintenant, place à Toy Story 5. C'est une saga qui accompagne beaucoup d'entre nous depuis notre enfance. Ici, la nostalgie ne se contente pas d'être une émotion simple. Elle devient un thème narratif. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un jouet dans un monde de technologie moderne? Quand les enfants grandissent avec des écrans, des IA, que devient la magie d'un jouet vivant? Cette suite promet non seulement de réveiller des souvenirs, mais aussi de créer de nouvelles réflexions émotionnelles, ce qui est exactement ce qu'un bon remake ou suite devrait faire. Et on passe à un prochain gros projet très très attendu. Le diable s'habille en Prada 2. 20 ans après le premier, Miranda Presley revient dans un monde de mode hyper digitalisé. Ici, la nostalgie touche une autre dimension, celle de notre passage à l'âge adulte. Les thèmes ne sont plus uniquement liés à l'enfance, mais à la carrière, à l'identité professionnelle, aux relations d'influence. C'est l'un des exemples où la nostalgie entrelace avec une réalité contemporaine très différente, ce qui peut intensifier l'expérience émotionnelle si c'est bien fait, ou la rendre totalement incohérente si la modernisation ne colle pas. Parlons maintenant d'un projet qui touche une nostalgie très particulière, celle des teen movies des années 2000-2010. On parle bien sûr de LOL, ce film culte avec Sophie Marceau et Krista Terray, sorti en 2008, qui racontait les premiers amours, les amitiés et les drames d'une adolescente parisienne. Pour beaucoup de spectateurs français, LOL est devenu un véritable marqueur générationnel. C'était le film qu'on regardait adolescent, celui qui capturait une époque précise. Les premiers portables, les blogs, les skyblogs, les soirées, les premières histoires d'amour. Bref, tout un univers qui paraît aujourd'hui presque rétro. Et c'est justement pour ça que l'idée d'un LOL 2 a pu intriguer. Comment raconter l'adolescence d'aujourd'hui? Entre 2008 et aujourd'hui, le monde des adolescents a complètement changé. Les réseaux sociaux ont explosé, les smartphones sont omniprésents et les codes sociaux sont très différents. Là où les personnages du premier film vivaient leurs relations à travers MSN ou Facebook, les adolescents d'aujourd'hui naviguent dans un univers dominé par TikTok, Instagram ou Snapchat. D'un point de vue psychologique,
Ce type de suite est intéressant parce qu'il touche à la nostalgie générationnelle. Les chercheurs parlent parfois de nostalgie autobiographique, ce sentiment qui apparaît lorsqu'un élément culturel nous renvoie directement à une période très précise de notre vie. Ce qui se produit quand on entend une chanson qu'on écoutait au lycée, ou alors quand on revoit une scène de film qu'on regardait adolescent. On ne se souvient pas seulement du film, on se souvient de la personne qu'on était à ce moment-là. Pour résumer, LOL 2.0 est finalement un miroir pour les adultes qui ont grandi avec le premier film et qui regarderont cette nouvelle version avec un mélange de curiosité et bien sûr de nostalgie. Autre retour qui fait énormément parler les fans, et ça depuis le teaser qui est sorti il y a quelques jours, c'est celui d'Hannah Montana, la série Disney qui a propulsé Miley Cyrus. Pour ceux qui auraient oublié, même si c'est difficile, la série racontait l'histoire de Miley Stewart, une adolescente qui menait une double vie, lycéenne normale le jour et pop star internationale la nuit. Diffusée entre 2006 et 2011, la série a marqué toute une génération. Elle représente l'âge d'or des séries Disney Channel. Aux côtés des programmes comme High School Musical ou encore Les Sorciers de Waverly Place. Ce qui rend l'idée d'un retour d'Hannah Montana particulièrement fascinante, c'est que Miley elle-même a énormément évolué depuis la fin de la série. Elle est passée d'une image Disney très contrôlée à une carrière musicale beaucoup plus libre, plus adulte et parfois provocante. Du point de vue narratif, cela ouvre énormément de possibilités. Est-ce qu'on raconterait l'histoire de Miley adulte, qui se confronte à son passé? Est-ce qu'on revisiterait le concept avec une nouvelle génération? Psychologiquement, ce genre de retour touche un phénomène appelé la nostalgie collective. Contrairement à la nostalgie personnelle, liée à un souvenir intime, la nostalgie collective apparaît lorsqu'une génération entière partage un même souvenir culturel. C'est pour ça que lorsqu'on entend la chanson The Best of Both Worlds, beaucoup de gens ressentent immédiatement un petit choc émotionnel. Ce n'est pas seulement une chanson, c'est un symbole d'une époque, d'une période de la pop culture. Et c'est exactement ce que cherchent les studios lorsqu'ils évoquent un retour comme celui-ci. Réveiller ce sentiment collectif, cette impression que pendant un instant, on peut revenir dans un moment plus simple de notre vie. Après tous ces exemples de remake, on peut finalement se poser la question, qu'est-ce que ça dit de nous? Ce n'est pas simplement que nous aimons ce qui nous est familier, c'est que notre cerveau a besoin d'un réconfort émotionnel. Il préfère ne pas se réinventer à chaque instant. Ce n'est pas simplement que nous aimons ce qui nous est familier, c'est plutôt que notre cerveau a besoin d'un réconfort émotionnel. Il préfère ne pas se réinventer chaque instant. La nostalgie active des zones cérébrales associées à la récompense et au confort émotionnel. Elle est reliée à des schémas de régulation émotionnelle. On l'utilise quand on est stressé, triste ou encore dans des périodes de transition. Par exemple, quand Netflix ressort une série rétro, combien d'entre nous se laissent happer parce qu'on a l'impression de retrouver un morceau de nous-mêmes? Ce n'est pas juste une envie, c'est une réponse émotionnelle profondément ancrée. Et la nostalgie peut faire deux choses. La première, réconforter, si l'œuvre respecte l'émotion originelle. Ou alors, la deuxième, décevoir, si elle trahit nos souvenirs. Alors pour résumer, les remakes, les suites, les rééditions, ce n'est pas juste une mode. C'est surtout une façon de nous reconnecter à des souvenirs, à des moments de notre vie qu'on aime, grâce à cette petite magie qu'on appelle nostalgie. Et maintenant, on veut savoir ce que vous en pensez. Parmi toutes les sorties prévues en 2026, laquelle vous excite le plus? Et selon vous, qu'est-ce qui fait qu'un remake vaut le coup ou qu'il tombe à plat? Voilà pour cet épisode de Mini Pop. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours plein de pop culture, de psychologie et surtout de nostalgie. Je pense que vous commencez à connaître la chanson. N'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes de streaming. Ça nous fait toujours plaisir. Et on a hâte de savoir, quelles sont vos sorties que vous attendez le plus. Avec Elvin, on vous dit à la semaine prochaine. Sur ce, Ciao! ciao!